Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio. La planète demain, Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans La planète demain, un nouvel épisode qui est en fait l'épisode de la seule émission de radio dédiée à l'écologie positive, qui donne la parole aux véritables acteurs de la transition écologique et aux porteurs de solutions. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de Sud Radio deux véritables acteurs du changement. J'ai nommé Corentin Dejean, cofondateur de Eclo, l'innovation française qui transforme le réemploi des housses de palette, et Laurent Gabard, qui lui est directeur général de Rejolt, leader de l'organisation d'événements d'entreprise. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors, entre la nouvelle réglementation européenne et ses déclinaisons françaises, la pression s'intensifie sur les emballages de transport à usage unique. Cher Corentin Dejean, vous êtes donc cofondateur de Eclo, l'innovation française qui transforme le réemploi des housses de palette d'une contrainte écologique en levier de performance. Pouvez-vous, en quelques mots, nous présenter votre entreprise ? Alors complètement, Eclo, ce sont des emballages réutilisables pour palettes. Le but, c'est de remplacer leur alternative plastique jetable actuelle. Donc on va avoir une housse réutilisable qui vise à remplacer le film et une coiffe réutilisable qui vise à remplacer la coiffe jetable. Mais quelle est la mission de votre marque, en fait, la vraie mission ? Alors la mission pour nous, c'est de faire du standard, enfin c'est de faire du réemploi le standard et de l'usage unique l'exception, puisqu'aujourd'hui dans la quasi-totalité des cas, c'est de l'usage unique qui est utilisé, sauf que la plupart des flux sont propices à l'utilisation de solutions réutilisables. Et vous avez une vision particulière derrière votre démarche. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien en fait ? Il y a évidemment une volonté de réduire la consommation plastique de nos acteurs économiques, et c'est aussi une vision un peu plus globale de voir le modèle actuel linéaire comme un modèle qui n'est pas de fait durable, c'est-à-dire qu'on va forcément arriver à bout des ressources qu'on a actuellement, et donc le but c'est d'utiliser au maximum les ressources qu'on importe et qu'on produit avant de s'en débarrasser. Serait-ce à dire que les déchets deviennent des ressources ? Les déchets sont des ressources, mais ils sont aussi des ressources avant de devenir déchets, et c'est ça qui est important et qui est souvent négligé. On parle de l'économie linéaire et de l'économie de recyclage. On pense qu'il faut aller encore plus loin, aller vers l'économie circulaire, et avant d'arriver à l'économie de recyclage, il faut avoir réutilisé plusieurs fois les emballages, les produits et les avoir reconditionnés, réparés, etc. Alors, Eclo, c'est une entreprise française qui mise sur le réemploi, on l'aura compris, et sur la durabilité. Comment est née cette idée à la base ? Alors, à la base, je travaillais tout simplement dans un grand fast-food dans un grand fast-food américain, tout simplement, et on avait des petites livraisons qui produisaient des grandes quantités de déchets, et donc c'est là que j'ai commencé à voir un petit peu la problématique. C'était c'était un travail à côté de mes études, et ensuite ça a fait son petit bout de chemin pendant quelques années. On a développé Eclo, on a commencé en 2000 à réfléchir à la problématique en 2020 et à créer l'entreprise en 2022. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une marque qui s'attaque à un sujet aussi peu visible que les déchets de la logistique ? Alors c'est ça, les 2 premières années concrètement, nous on venait pas forcément de la logistique, on en avait fait un petit peu indirectement, on avait été en bout de chaîne dans les magasins, mais on avait l'impression qu'il y avait un problème. On avait l'impression que c'était un statu quo que personne voulait challenger, et on a vite remarqué que c'était effectivement le cas, personne venait challenger ça. Beaucoup s'adressaient, on commençait à interdire les pailles en plastique à l'époque. Oui, complètement. Donc on était vraiment sur des signaux encore très faibles. Mais on s'est lancé, on s'est dit qu'il y avait quand même une problématique, que ça pouvait représenter des grosses quantités. On n'avait pas forcément de données à l'époque. Et effectivement, là, depuis quelques années, maintenant, on a un peu plus d'informations. Ça représente 300 000 tonnes de déchets en France chaque année. Donc c'est vraiment non négligeable. Et votre entreprise, comment s'inscrit-elle dans une démarche de plus en plus responsable et durable ? Alors nous, on est natif, j'allais dire, c'est-à-dire qu'on produit un produit qui effectivement est responsable et durable. Donc évidemment ça c'est le point premier. Après, ça ne nous empêche pas de prendre des actions aussi pour durabiliser notre activité en réduisant au maximum notre propre consommation carbone. On travaille avec des matières qui viennent d'Europe, et en recyclant au maximum. On a une proposition de fin de vie directement à nos clients. On veut récupérer les housses et les retraiter, en refaire des produits. Voilà, c'est aussi des démarches dans nos opérations pour nous assurer qu'on n'est pas seulement natif, on est aussi en exécutant dans un modèle durable. Alors, comme vous êtes cofondateur de cette entreprise Eclo, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans le réemploi et la réduction de déchets industriels ? À titre personnel, moi, il y a une scène d'un film qui a accéléré, je pense,
La transition, j'allais dire, c'est dans l'autopsie, dans la biopsie, je dirais, de Spielberg, il y a quelques années, où on voit en fait la mère de famille qui met tout simplement la table avec du jetable, que des jetables, et à la fin du repas, elle vient, elle récupère la nappe et elle jette tout dans une poubelle. Ça a pointé du doigt un modèle, surtout que je travaille dans un fast-food, qui m'a paru un peu absurde. Et ensuite, on allait voir dans d'autres cas de figure. Oui, on ne jette plus la nappe à la maison quand on met la table. Ça, maintenant, c'est un peu révolu. Mais on continue à le faire dans plein d'autres cas. Et c'était le cas du film plastique. Alors, selon vous, pourquoi ce sujet de réemploi devient-il aujourd'hui un enjeu majeur pour la planète et pour les Français notamment ? C'est un enjeu majeur et surtout c'est un enjeu qui est... Aujourd'hui on parle beaucoup d'économie circulaire sur le prisme de la durabilité de l'environnement, des gains environnementaux. C'est évidemment un sujet de durabilité, c'est aussi un sujet de santé. Ça évite d'avoir des plastiques légers qui vont faire des microplastiques. Mais c'est aussi et surtout un sujet de réindustrialisation. Aujourd'hui, c'est 800 000 emplois qui dépendent de l'économie circulaire. C'est 500 000 emplois supplémentaires qui peuvent être créés en 2030 si on suit les trajectoires qu'on a prévues. Et ça peut être 1 million à 2050. Donc c'est vraiment une quantité d'emplois énorme. Ça travaille à la réindustrialisation. Et c'est aussi une question de souveraineté. On ne produit pas, dans le cas, nous, du plastique, on ne produit pas de pétrole, donc on dépend de nos importations de pétrole. Aujourd'hui, en 2050, 7 de nos 10 plus gros importateurs, enfin des gens qui nous donnent du pétrole, vont drastiquement baisser leur production et pour 6 d'entre eux, ça va même passer en dessous de leur propre consommation nationale. Donc on peut assez facilement déduire qu'ils vont peut-être arrêter de nous en envoyer. Donc il faut, une fois qu'on apporte une tonne de matière, l'utiliser au maximum. Pas simplement la faire venir, l'utiliser une fois, puis en recycler 20%, c'est le taux de recyclage du plastique, et se débarrasser du reste. Non, l'idée c'est d'importer une tonne, de l'utiliser une dizaine de fois, puis de la recycler de façon efficace, donc plutôt autour de 60-70%. Et donc c'est ce modèle-là dans lequel on croit et qui est permis par l'économie circulaire sans surcoût. Et moins de plastique dans la logistique, est-ce que selon vous ça veut dire moins de plastique dans les rayons et dans nos poubelles ? Alors indirectement oui, parce que tout ce qui est vendu dans les rayons, tout ce qui est utilisé est transporté sous plein de formes différentes sur des palettes et du coup emballé avec du plastique. Une chaise, chaque pied va être transporté, le coussin va être transporté, les plumes avant de faire le coussin vont être transportées. Tout voilà, on le voit pas forcément, et ensuite plus directement c'est créer un réseau, en tout cas en amont, qui va pouvoir ensuite servir à mettre en place du réemploi dans les rayons, donc du réemploi B2C avec de la consigne, etc. C'est la même chaîne de valeur, donc ça permet aussi de lui donner du travail et de permettre une économie d'échelle qui nous permettra ensuite de le développer sur la partie consommateur. Alors, au contraire de cette émission, souvent quand on parle d'écologie, on imagine des contraintes. Chez vous, on a l'impression que c'est l'inverse. Alors, c'est comme notre émission d'ailleurs, écologie positive. On essaye de rendre l'écologie optimiste, positive et surtout porteuse d'action. Vous simplifiez la vie des entreprises tout en réduisant les déchets. C'était ça le pari ? C'est ça le pari, c'était l'enjeu en fait. On avait besoin de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut difficilement sur le plan économique, jusqu'à il y a quelques mois, on pouvait difficilement se battre. Le film plastique, c'est quelque chose qui coûte très peu d'argent. Maintenant, avec la REP, la hausse, le film plastique va augmenter de 10 à 20%. Donc là, on va pouvoir venir être intéressant économiquement. Mais l'enjeu, c'est d'être utilisé par les opérateurs et d'être apprécié par les opérateurs. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans les entrepôts, qui vont emballer les palettes, il faut qu'ils apprécient ce qu'ils font toute la journée, le travail en tout cas qu'ils font, et donc c'était nécessaire. On a commencé à développer dès le début avec la volonté d'avoir une machine, ou en tout cas une assistance sur la pose. Et aujourd'hui, effectivement, par rapport à du filmage manuel, donc le filmage on va tourner autour de la palette, on a une contrainte physique qui est beaucoup plus faible, et surtout on n'a pas de risque de blessure. C'est une grosse source d'accident du travail avec des brûlures, des choses comme ça. On n'a pas ça, et on va commencer à s'attaquer petit à petit aux bandes rouleuses un peu plus automatiques. Et donc nous, on va effectivement commencer à développer les machines qui vont venir challenger ça. Pensez-vous que la France peut devenir un modèle du réemploi industriel en Europe ? Je pense que la France est un modèle du réemploi industriel. On a perdu le réemploi dans certains aspects de notre économie. La consigne a un peu plus disparu qu'en Allemagne, par exemple. On s'en est un petit peu séparé.
Mais le décret 3R qui est arrivé un petit peu plus tôt que dans les autres pays européens a fait émerger des champions français qui pourront devenir les champions européens du réemploi et qui pourront devenir les champions internationaux du réemploi. En fait, aujourd'hui, l'Europe fait face à cette problématique plus tôt que les autres continents parce qu'on est très développé, on a peu de ressources, etc. Mais tous les continents feront face à ça et les champions européens pourront s'exporter et le modèle européen pourra s'exporter. Et pour conclure, si vous deviez résumer la mission d'Eclos, donc de votre entreprise, en une phrase que tous les Français puissent comprendre, ce serait laquelle ? C'est celle que j'ai dit au début, je pense, mais c'est faire du réemploi le standard et de l'usage unique l'exception. C'est vraiment viser aujourd'hui le film plastique qui sert dans quelques cas si on va stocker pendant plus de 6 mois sur les palettes qui sont coniques. Le problème, c'est que c'est vraiment ces cas particuliers qui définissent nos standards. Et l'ambition, c'est vraiment de faire du réemploi le standard et de garder l'usage unique pour l'exception. Merci infiniment, cher Corentin Dejean, cofondateur de Eclos, l'innovation française qui transforme le réemploi des housses de palettes. On se retrouve dans un court instant sur Sud Radio avec nos 2 invités et Thibaut, notre French Trotter national, qui revient tout juste de Vendée, un département qui mise sur l'écotourisme. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio. La planète demain, Christophe Debian. Vous êtes toujours sur Sud Radio, la planète demain, en compagnie de nos 2 invités du jour et bien sûr de Thibaut, notre French Trotter, qui revient tout juste de Vendée, disais-je, un département qui mise sur l'écotourisme, n'est-ce pas Thibaut ? C'est ça exactement Christophe. Il faut dire que la Vendée ne manque pas d'atouts, une nature préservée entre plages, bocages et marais, une offre d'hébergement écolabellisée et plus de 1800 km de pistes cyclables. Et j'ai pu en apprendre davantage en rencontrant les équipes de Vendée Expansion, l'agence du département qui développe cette toute nouvelle offre touristique plus verte. Direction donc le domaine de l'Oiselière, en plein cœur du bocage, entre le Puy du Fou et la Roche-sur-Yon. Et là-bas, j'ai rencontré notamment Olivier Poirier-Coutancé, directeur de développement de Vendée Expansion. Il nous donne d'abord sa définition du tourisme durable. Alors la définition, concourir à un tourisme avec une empreinte carbone diminuée, avec des pratiques plus vertueuses, plus respectueuses de l'environnement, mais aussi sans moralisation excessive. L'idée, c'est de faire adhérer professionnels comme touristes à cet état d'esprit. Pour aller vers ce tourisme plus vertueux, vous avez mis en place des outils concrets, vous incitez les campings à économiser de l'eau. Vous pouvez nous en parler un peu plus en détail ? Une action parmi celles qu'on développe auprès des professionnels du tourisme, donc avec un objectif majeur, 20% d'économie d'eau dans les campings, dans le cadre d'une démarche partenariale avec la Fédération de l'hôtellerie de plein air de Vendée, avec Vendéo, qui est notre syndicat départemental d'alimentation en eau. Eh bien, nous avons réalisé une action qui se base sur des choses très concrètes, un diagnostic de la situation concernant la consommation d'eau sur la base du diagnostic, des préconisations qui se déclinent souvent en investissements, des investissements ensuite qu'on peut aider via l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Et puis, très important dans le cadre de cette action, le chiffrage dès le départ du retour sur investissement. Il faut aussi, en matière de tourisme durable, travailler à la rentabilité économique des investissements. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup et bravo pour ce choix affirmé du tourisme durable. Et je suis avec la Laïna, ici au domaine de l'Oiselière, qui s'inscrit vraiment dans ce cadre du tourisme durable. Alors, en quelques mots, l'Oiselière, c'est quoi ? L'Oiselière, c'est d'abord un lieu d'accueil de vacanciers. On a réfléchi ce lieu avec mon frère Judicaël il y a 10 ans pour accueillir des familles en vacances. Et puis petit à petit, c'est aussi devenu un lieu où se déroulent des événements d'entreprise. Et puis c'est aussi l'Oiselière, en fait, le nom d'un projet, puisqu'avec mon frère, on a souhaité développer ces différentes activités en respectant au maximum l'environnement dans lequel on implantait le projet et puis en le valorisant le plus possible. Effectivement, l'Oiselière, c'est un peu une pépite au milieu de la campagne, une pépite de verdure, de calme, de nature. Il y a beaucoup de choses ici à l'Oiselière, notamment un camping, un potager. D'ailleurs, ici, on est dans une serre avec les légumes d'automne. On a effectivement choisi l'année dernière de créer une exploitation maraîchère en bio. Et on a lancé ce projet parce qu'on avait ce besoin quand même de redonner à l'Oiselière, parce que ça a été une ferme pendant plusieurs décennies, cette activité de nourrir les gens. Alors, on parle aujourd'hui de l'Oiselière, domaine nourricier, puisque effectivement, on a des légumes qui sont produits tout au long de l'année, puis en respectant
ce label agriculture biologique et puis dans une logique aussi de permaculture. Et la partie camping s'inscrit vraiment aussi dans le cadre du slow tourisme. Clairement, ouais, tout à fait. On a vraiment fait le choix de proposer de beaux et larges emplacements et puis des codes quand même. Voilà, un site entièrement piétonnier. On a également un étang, donc on a un jeu de piste très pédagogique autour de tout ça. Bref, voilà. Je suis avec Karen Alétru, qui est directrice du tourisme à Vendée Expansion. Je voudrais que vous me disiez quelques mots sur ce bocage, sur ces paysages. Alors c'est un paysage très vallonné, un paysage très vert qui regorge aussi de patrimoine, de châteaux, de logis. La petite Suisse vendéenne, on est en communion avec la nature. Alors aujourd'hui, on a une offre durable en Vendée et on souhaite la faire savoir. Je voudrais aussi insister sur les mobilités douces. Le département de la Vendée a développé un réseau de pistes cyclables depuis de nombreuses années avec plus de 1800 km de pistes cyclables. Lorsqu'on a des grands événements en Vendée, tels que le Vendée Globe, on incite les visiteurs à venir à vélo. Merci Thibaut, on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette immersion en Vendée. Alors vous êtes toujours sur Sud Radio dans l'émission La Planète Demain et maintenant nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Gabard qui est directeur général de Rijolt, leader de l'organisation d'événements d'entreprise mais qui lance une plateforme innovante permettant de mettre en relation des structures associatives avec les entreprises. À nous cher Laurent Gabard. Bonjour Christophe, donc oui Rijolt est né en 2012, nous sommes une société qui met en relation les prescripteurs des grandes entreprises avec les organisations événementielles partout en France et également en parallèle un logiciel de gestion qui permet aux acheteurs, aux directeurs financiers, aux directeurs RSE de suivre la consommation de ce type d'événements dans leur entreprise. Alors dans un contexte que l'on connaît où la générosité des Français commence à s'essouffler et que les dons aux associations sont à la baisse, la plateforme Rijolt permet de mettre en relation des structures associatives et solidaires avec des entreprises qui leur permettent d'organiser des événements responsables en partenariat avec ces associations. C'est bien cela ? Tout à fait, c'est bien ça. Alors cette plateforme, elle regroupe plus de 1800 partenaires RSE, ai-je vu, que vous avez rigoureusement sélectionnés. Elle permet aux associations ou aux tiers-lieux de diversifier leurs sources de financement. Est-ce que vous avez développé une offre qui est particulière, qui a été co-créée avec La Poste, me semble-t-il, et si oui, quelle est-elle ? Oui, tout à fait. Alors en fait, on travaille depuis des années avec le groupe La Poste et globalement avec nos clients, on essaie de co-construire des offres qui sont en adéquation avec les attentes non seulement des clients, mais des entreprises, mais également des collaborateurs des entreprises. Il s'avère qu'aujourd'hui, 92% des jeunes collaborateurs qui intègrent une entreprise attendent de l'entreprise un vrai engagement RSE et notamment environnemental. Du coup, La Poste, dans un programme qui s'appelle Déclic, a mis en place des programmes de team building solidaire. Alors c'est pas du team building simple, on va aller faire du sport ensemble, on va aller faire un lancer de hache. C'est simplement, on va intégrer à ce team building une connexion avec une association pour pouvoir à la fois produire nous en tant qu'entreprise nos savoir-faire, échanger avec l'association, c'est du donnant-donnant. Donc il y a vraiment un montage de team building solidaire. Ça peut être sur catalogue, c'est-à-dire il y a des associations qui ont aujourd'hui en France des catalogues de team building solidaire, mais ça peut être aussi quelque chose qui est co-construit entre l'entreprise et l'association. Et comment vous les avez sélectionnés, ces associations ? Alors, la sélection s'est faite avec le groupe La Poste qui a une expérience avec ces associations. Et puis surtout, il faut qu'elles aient un vrai engagement local et qu'elles aient la capacité aussi à accueillir des collaborateurs d'entreprise. C'est-à-dire qu'elles sachent passer du temps et produire un peu de temps pour monter un team building. Donc ça, c'est surtout tout le territoire français et elles sont de plusieurs ordres. C'est-à-dire on s'adresse à des associations qui vont être actives sur le domaine de la santé, sur le domaine de l'insertion, sur le domaine de l'environnement. Toutes ces associations-là sont référencées sur la plateforme. Aujourd'hui, on en compte une trentaine. Et quel est l'intérêt pour La Poste ? Alors l'intérêt pour La Poste, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le fait de passer par une plateforme, c'est aussi de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs, puisque les collaborateurs de La Poste ont accès à la plateforme pour réserver un repas d'affaires, un événement, une soirée d'entreprise. Et le fait d'intégrer à toute cette offre du team building, mais surtout du team building solidaire, ça rend visible toutes ces associations directement au moment d'une recherche. C'est-à-dire qu'un collaborateur, un manager du groupe qui souhaite faire un événement
environnement de cohésion d'équipe avec son équipe, va aller sur la plateforme, rechercher du team building et va tomber sur le team building solidaire. Voilà, donc c'est une vraie façon et une façon solide d'engager et de sensibiliser les collaborateurs à cet aspect-là des choses. Et quelles sont les conditions pour intégrer des nouvelles associations sur votre plateforme? Alors il faut qu'elles soient, comme je disais tout à l'heure, locales, c'est-à-dire qu'elles aient une activité vraiment sur le terrain, qu'elles aient l'habitude d'accueillir des prestataires ou des collaborateurs externes à leur environnement, qu'elles aient déjà eu une expérience en termes de team building solidaire, c'est qu'elles aient déjà accueilli des entreprises, monté des programmes dans ce sens-là, et puis surtout qu'elles soient réservables, c'est-à-dire qu'elles acceptent d'être sur la plateforme pour que le collaborateur puisse aller chercher son offre, son catalogue de team building solidaire. Et est-ce qu'il y a des évolutions à venir pour cette offre, au-delà d'augmenter le nombre de prestataires présents? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, le fait d'intégrer cette offre team building solidaire à une offre team building plus globale, c'est de se dire en tout cas, on se fixe comme objectif d'arriver à 10% de team building solidaire au sein des team building. Il faut savoir que l'activité team building au sein des entreprises aujourd'hui évolue beaucoup. On est à plus 15% cette année par rapport à 2024. Ça correspond à un post-Covid, à du travail hybride, etc. Donc une vraie demande des collaborateurs d'être animés, d'avoir une cohésion d'équipe. Mais ça correspond aussi à cet engagement et à cette volonté de travailler pour une entreprise qui va faire des choses en matière solidaire, en matière environnementale. Et ce sujet est au centre des préoccupations de vos clients, j'imagine. Bien sûr. C'est à la fois dans les appels d'offres, quand on doit signer avec un client grand compte, mais c'est aussi un vrai levier RH. Et on l'oublie souvent, mais la cohésion d'équipe et le fait de dire aux collaborateurs et de montrer qu'il y a des actions très concrètes qui sont faites sur le terrain, d'un point de vue très opérationnel, ça crée de l'engagement, ça crée la rétention des collaborateurs. Donc c'est un véritable levier RH pour les entreprises. Merci beaucoup, cher Laurent Gabard, directeur général de Rejolt, leader de l'organisation d'événements d'entreprise, qui lance donc une plateforme innovante permettant de mettre en relation des structures associatives avec les entreprises. Alors je vous souhaite une belle fin de week-end et vous laisse avec Alain Marty pour Invino, l'émission à écouter sans modération. Et on se retrouve sur Sud Radio à 12h30 dimanche prochain pour un nouvel épisode de La Planète Demain. En attendant, retrouvez notre nouveau magazine trimestriel, La Planète Demain Mag, chez votre marchand de journaux préféré. À très vite, à dimanche prochain en tout cas. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.